Week-end première. 8h46, merci à vous d'avoir choisi la première. Fran Kourouma est un jeune Guinéen qui a tout quitté dans l'espoir d'une vie meilleure. Parti de Conakry, il a vécu l'horreur pendant sa traversée du désert d'Agadez. Il a connu l'enfer libyen où il sera emprisonné et torturé, l'Italie où il passera de centre d'accueil en centre d'accueil et enfin la Belgique où il vivra plusieurs mois dans la rue après être passé par le petit château. C'est là qu'il commence à écrire son histoire. Plus de 800 pages écrites sur son téléphone portable. Ce récit poignant s'est transformé en un livre, Notre Soleil, aux éditions Samsa, livre désormais adapté au théâtre sous le titre Notre Soleil également, et joué par Fran Kourouma lui-même. Il sera sur la scène du Centre culturel d'Oderghem le 20 octobre prochain à 20h. Il raconte sa traversée de Conakry à Bruxelles, la violence subie, l'argent qui compte plus qu'une vie humaine. Il est avec nous ce matin. Bonjour Fran Kourouma. Bonjour. Quand vous quittez la Guinée, vous avez 20 ans et votre mère, elle tente de vous dissuader de partir, mais vous ne suivez pas son conseil. Pourquoi ? Vous le savez, souvent, on dit que même quand on est dans le paradis et que on a des problèmes, on est obligé de quitter d'un point A vers un point B pour se sauver. Et c'est le cas même quand j'étais en Belgique ici, vers 2017. J'avais commencé à avoir des problèmes et j'avais décidé de quitter. Comme on voit tant de jeunes aussi dans la rue qui souhaitent aller en Angleterre parce que ils ont un problème ici. Donc du coup, ma maman essayait de me dissuader, de ne pas aller, de rester. Mais à côté de ça, vu que ma maman, c'est comme un baobab, pour moi, c'est la bibliothèque, voilà, c'est ma boussole, au fait, en un mot. Et je voulais pas du tout partager ce chagrin, ce problème qui me pousse à quitter au pays. Donc, je cherchais à la calmer et aussi à la rassurer, surtout, pour ne pas qu'elle s'inquiète, parce que beaucoup de mamans meurent derrière leur enfant, très dans le stress, dans les soucis, et je voudrais vraiment pas partager ce moment-là en la mettant surtout en danger aussi. Alors pour rejoindre l'Europe, il vous faut trouver des personnes pour vous aider à traverser les frontières, des passeurs. On en trouve facilement, il y en a beaucoup ? C'est très compliqué. D'ailleurs, j'explique beaucoup dans le livre. C'est un système très, 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 très dangereux, un système difficile aussi à comprendre si on n'y passe pas là. Parce que même nous qui sommes dedans, c'est souvent même le jargon qu'on utilise, le terrain commande. Vous arrivez, moi au début, je voudrais même pas venir en Europe. Mon objectif, c'était aller vers un pays où je pourrais, parce que je suis ingénieur technologue en industrie agroalimentaire. Après mon diplôme de maîtrise, je voudrais vraiment travailler, mais j'ai eu ce problème qui m'a poussé de quitter dans mon pays. Donc, je voudrais aller vers l'Algérie ou bien le Maroc pour pouvoir travailler. Et une fois embarqué dans le système, et surtout, c'est pas des moyens financiers ne sont pas là. Il faut travailler chaque fois qu'on arrive dans un pays, travailler pour pouvoir aller de loin. Et de là, à l'époque, vers le Mali, c'était compliqué avec le mouvement djihadiste de passer vers l'Azawad. Donc, j'ai pris la route du Niger. Et là, une fois arrivé aussi, c'est autre chose. Comme je l'ai dit, le terrain commande, les réalités du terrain. Effectivement, vous racontez qu'en fait, votre traversée, elle a duré extrêmement longtemps, puisque comme vous le dites, à chaque fois que vous arrivez dans un pays, il faut payer votre traversée et vous la payez par votre travail. On voit aussi à quel point les passeurs sont prêts à tout pour l'argent, qu'ils ne respectent ni l'intégrité physique, ni la vie de ceux qui leur font confiance. Et vous êtes battus, on vous crache au visage, enfin, vous racontez des circonstances absolument terribles. Votre première traversée du désert, c'est un récit extrêmement édifiant. Elle se fait de nuit. Elle se fait dans quelles conditions exactement ? C'est plusieurs nuits. Mais dans le spectacle, j'essaye, voilà, on ne peut pas tout raconter, tout ce qui se passe. Je raconte les scènes de viol, surtout les filles qui passent là. Et le souci aussi est que ces passeurs-là, les chauffeurs, une fois qu'ils repèrent une fille qui leur conviennent, ils attendent jusqu'à ce que nous arrivons dans un milieu où nous ne connaissons pas du tout et ils essayent de profiter de prendre la fille en question. Et vous allez voir la scène que je raconte dans le spectacle, c'est que 12 chauffeurs ont violé une fillette. Je ne savais pas son âge à l'époque, mais c'était entre 12, 13, 14. Donc,
elle a été violée toute la nuit. Et le matin, vu que on a vu la fille avec ses visages complètement défoncés et maltraitée, elle marchait difficilement. Et on n'a pas pu vraiment garder nos larmes. Et là, on a été bastonné parce que du fait que voilà, nous n'étions pas d'accord. Et puis, c'est que l'image qui était devant nous, c'était vraiment cruel, c'était inimaginable qu'au XXIe siècle, que cela puisse arriver. Et quand vous, surtout, vous êtes repéré dans ce cadre, c'est que vous voulez montrer que vraiment, ce qu'ils ont fait, c'est pas bon. Soit vous êtes tué, parce qu'il ne faut pas raconter, il faut passer dessus. Et moi, c'était difficile pour moi vraiment de garder cette image-là. Et de l'autre côté aussi, le nombre de cadavres qu'on retrouve dans le désert, c'est incalculable. Et là, on ne parle pas, parce que les drones ne sont pas là, comme sur la Méditerranée. Et tout ce qui se passe, des atrocités, tout cela reste dans le désert, comme on le dit. Souvent, quand on traverse, que cela reste là-bas. Parce que, voilà, il n'y a aucune caméra. Même les journalistes s'aventurent à quelques kilomètres. Mais à un certain moment donné, ils ne peuvent pas aller pour les investigations. Vous racontez ces traversées qui durent plusieurs nuits, à 30 à l'arrière d'un pick-up, interdiction de s'asseoir, de faire ses besoins, de dormir. Le pick-up file dans le désert, votre bouche, votre nez, vos oreilles se remplissent de sable. Si quelqu'un crie, il se fait tabasser. Vous racontez ces nuits horribles où vous entendez effectivement cette jeune fille qui se fait violer. Votre périple ensuite, il continue en Libye. Et en Libye, vous pensez que vous allez bientôt voir la mer, mais vous réalisez aussi que la Libye est très très vaste. Vous allez être trimballé d'une ville à l'autre et puis vous êtes pris en otage. Pourquoi est-ce qu'on prend en otage un migrant ? Alors, il y a plusieurs aspects dans ce cadre, mais voilà, je veux expliquer quelques aspects. En fait, d'abord, le migrant est considéré sur le territoire libyen, après la chute de Mohamed Kadhafi, comme une ressource financière. Donc, dès que vous captez, à l'époque, je ne sais pas maintenant si ça a changé, dès que vous capturez un migrant, vous essayez de lui vendre, ou soit de l'envoyer dans les chantiers, de lui faire travailler de plusieurs mois, et puis vous le vendez aussi à une autre personne. Donc ça continue. Et en plus, ce qui me choquait, c'est qu'on regarde un humain comme une chose. Et qu'au XXIe siècle, qu'on puisse esclavagiser les gens, qu'on puisse les maltraiter, les séquestrer, et leur utiliser comme un moyen de gagne-pain, parce que ça ne va pas en Libye, ça ne va pas du tout. Et du coup, les jeunes qui sont là, certains n'ont pas étudié, ils n'ont pas de métier, donc c'est-à-dire la seule facilité pour eux pour gagner de l'argent, c'est utiliser ces migrants-là comme un moyen de gain facile. Et de l'autre côté aussi, même les chauffeurs, les gens qui sont dans le système, quand ils repèrent quelqu'un qui a de l'argent sur lui, ils essayent de créer des pièges. Et quand vous tombez dans ces pièges-là, on me dit, bon, payez telle somme. Et là, on appelle des parents au pays. Si vous n'avez pas la chance, vous restez dans la prison. Et ce qui est très bizarre aussi, ça je raconte pendant le spectacle, c'est que quand on vous prend dans la mer, on vous jette dans la prison. Ces prisons-là sont financées par l'Union européenne. Et dans ces prisons, les grands convois qui quittent la Libye pour venir vers l'Europe sont financés par ces prisons-là. Notamment, c'est que on repère les pirogues des autres passeurs parce qu'ils n'ont pas payé le quota. Aucun bateau ne passe sur la mer Méditerranée. Oui, vous expliquez aussi que l'armée est complice absolument, qu'aucun bateau de migrants ne part sans qu'en fait un militaire ait touché sa part du magot. C'est ça. C'est qu'il y a les militaires, il y a l'armée aussi qui doit recevoir sa part du gâteau. Il y a les pirates sur la mer aussi. Donc, chaque embarcation, le corsaire est obligé de payer les quotas à ces différents pour qu'ils puissent passer. Mais s'il ne paye pas, soit le bateau est repéré par les bandits qui vous esclavagisent, qui vous mettent dans les enchères pour vous revendre et puis pour vous donner aux autres personnes pour d'autres fins, ou vous êtes orienté dans la prison. Nous, notre cas, c'était dans la prison de Zawiya 4. Et là encore, c'est autre chose. Vous êtes vendu à d'autres personnes qui viennent chercher des migrants. Ou bien, vous payez de l'argent à l'armée qui est censée d'empêcher les gens de venir.
Vous payez de l'argent à ceci, ils vous font traverser, mais dans toute sécurité. Alors vous, Fran Kourouma, vous avez eu de la chance, puisque vous avez traversé la Méditerranée à 130 sur un bateau fait pour 100 personnes, assis d'ailleurs sur une cargaison de vis qui perce votre pantalon, qui vous rentre dans la peau, mais interdiction évidemment de vous lever parce que sinon on ne donnait pas cher de votre peau. Vous avez été sauvé parce que un drone passait par là et a repéré votre bateau et vous avez été secouru. Vous finissez par arriver en Belgique. Voilà, vous êtes passé par l'Italie. Il y a beaucoup d'étapes, hein, mais on n'a pas le temps de toutes les raconter. Et puis surtout, il faut aller voir votre spectacle, hein, évidemment, Fran Kourouma. Vous commencez au petit château, en centre fermé, puis ensuite vous êtes à la rue. Mais vous commencez à écrire sur votre téléphone, ce qui deviendra un livre, et puis ensuite cette pièce de théâtre qui sera donnée au Centre culturel d'Oderghem. Pourquoi est-ce qu'il vous a semblé important d'écrire ce que vous avez vécu ? L'étonnement. Une fois sur la terre européenne, je ne pensais pas que ces maltraitances physiques qui ont eu lieu sur les côtes du Maghreb, et qu'une fois ici, c'est dans d'autres façons, surtout la procédure de demande d'asile, l'état dans les centres fermés, l'état des migrants, et surtout ce 2 poids 2 mesures que nous écoutons quotidiennement. C'est-à-dire, tantôt les migrants, c'est des malfrats, c'est des drogueurs, c'est des profitants, ils viennent, ils souillent notre pays, ils prennent le travail de nos enfants. Et tantôt aussi, de l'autre côté en Afrique, ceux qui prétendent que l'Europe c'est Eldorado et tout ce qui s'ensuit, je me suis dit que ça ne peut pas vraiment rester comme ça. Il faut vraiment que les gens apprennent ce qui se passe. Même ceux qui voudraient venir, je n'empêche personne. Parce qu'il y en a aussi ce côté qui disent « Ah oui, parce qu'on te paye de l'argent, c'est pourquoi tu nous parles ainsi ». Je voudrais tout simplement qu'ils apprennent, qu'ils comprennent les réalités. Et ceux qui sont là aujourd'hui aussi, qu'ils sachent que ça n'a pas été facile. On ne quitte pas son pays parce qu'on voudrait bien. Et puis, catégoriser les migrants comme les gens le veulent. Et tout ce que nous demandons, qu'on nous considère comme des humains. Donc, j'étais dans tout ça. Et puis, en plus, le stress quotidien de la demande d'asile, tout. Oui. Non, je suis obligée de vous couper malheureusement parce que voilà, il nous reste 20 secondes, Fran Kourouma. Donc je veux absolument dire qu'il faut évidemment pour tout savoir sur ce que vous avez à dire, venir vous voir au Centre culturel d'Oderghem. Ce sera le 20 octobre à 20h. Infos et réservations sur comédiedebruxelles.be.